si è andato avanti, sempre andato avanti poi. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pote noir, c'est rien ici. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. En avant l'écho, la chronique de Philippe Spanghero qui est de retour pour cette saison 2025-2026. Cette chronique, vous la retrouverez tous les vendredis à 20h15 à la mi-temps du multiplex de Pro D2. Mais programmation particulière de ce premier week-end, eh bien, c'est aussi une programmation particulière pour Philippe Spanghero qui eh bien fait sa chronique aujourd'hui, mais ce samedi à 20h15. Voilà, on a juste décalé d'un jour. On va parler des budgets. Quel impact sportif pour les clubs de Pro D2? Parce que les budgets sont sortis. Ils ont d'ailleurs été confirmés hier par Alexandre Ruiz et on en parlera. Les budgets, je vais vous les donner. De la 16e à la première place en termes de montant de budget. Carcassonne 5,1 millions, Aurillac 5,8 millions, Dax 6,7, Soyons Angoulême 8,1, le Stade Montois Rugby 8,4, Colomiers 8,7, tout comme Valence Romand 10e avec 8,7 millions, 9e position Béziers 9,4, Biarritz a le 8e budget de ce championnat, 10,6 millions, 7e Agen 12,7, tout comme Oyonnax 12,7, Grenoble 13,4, Nevers 14,2 et puis le trio de tête est composé de Provence Rugby 17,1 millions, donc il y a un véritable gap, Vannes à 18,7 et puis enfin Brive clairement conditionné pour aller chercher quelque chose dans ce championnat comme la saison dernière à 21,7 millions d'euros. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces budgets? Quel impact sportif ces budgets obligent ou oriente les attentes des supporters. D'abord, parlons au global, Philippe Spanghero, de ces budgets. Est-ce qu'on peut parler d'une croissance sur ces dernières saisons? Que s'est-il passé entre la saison dernière et cette saison actuelle? Une croissance de quel ordre et qu'est-ce qu'on peut observer sur ces budgets de Pro D2 pour la saison 2025-2026? Alors bien sûr, on peut observer une croissance importante puisque la saison dernière, c'était déjà le CAB qui avait le plus gros budget de cette division avec 17 millions. Ils sont passés à 21 millions, donc la croissance est très importante. Mais au-delà de ça, dans le quatuor de tête, les équipes qui prétendent à la montée ont tout augmenté leur budget. Et donc c'est assez significatif parce que c'est un peu moins significatif en top 14. Donc ça s'explique, on y reviendra en Pro D2 aussi par l'évolution régulière des droits télé de la Ligue nationale de rugby et des reversions qui reviennent à ces clubs de Pro D2. Mais bien sûr, ça dénote une ambition forte, une structuration de ce championnat, on en parle souvent, qui consolide ses bases. Je me rappelle, il y a seulement 2 ou 3 saisons, on va dire, les équipes qui avaient 13-14 millions de budget étaient les ogres de ce championnat. Et aujourd'hui, vous avez 5-6 équipes qui y sont. Alors qu'il y a encore 2 ou 3 saisons, il n'y en avait qu'une ou deux. Donc voilà, les économies se structurent, se consolident. On voit aujourd'hui que cette division, elle est pérenne dans son économie. Et donc, pour revenir à ta deuxième question, la corrélation entre budget et masse salariale, elle est forcément évidente. Et donc, plus les budgets sont élevés, plus la masse salariale est élevée et plus forcément, l'attente des spectateurs et des supporters des clubs devient importante. Est-ce qu'on a malgré tout un championnat homogène ou qui tend vers l'hétérogénéité? Je ne sais pas si je le dis bien. Hétérogénéité, Philippe Spanghero. Il perd un peu en homogénéité. Parce que quand on revient encore une fois à ce qui se passait la saison dernière, vous aviez le plus petit budget qui était Aurillac à 5,5 millions et le CAB à 17 millions. Et puis cette saison, vous avez Carcassonne à 5,1 millions et le CAB à 21,7 millions. Donc vous voyez quand même que l'écart se creuse entre le bas du classement dans lequel les budgets évoluent pas trop pour le coup, sur les 3-4 dernières équipes, celles qui vont batailler pour le maintien, et à l'inverse, pour les équipes qui regardent vers le haut et qui visent la montée en top 14, là il y a des structurations et des évolutions budgétaires qui sont assez importantes, donc l'écart se creuse doucement mais sûrement. Et cet écart-là, il mérite d'avoir une lecture aussi éclairée, avertie pour les supporters. Philippe Spanghero, qu'est-ce qui est inclus dans un budget, parce que tu parlais de la masse salariale qui est évidemment très importante, mais il y a peut-être certains clubs qui doivent gérer leur stade et ça rentre peut-être dans le budget. Est-ce que parfois les budgets ne faussent pas aussi l'appréciation qu'on peut avoir d'eux?
Alors en partie en top 14, moins en Pro D2 puisqu'on est quand même sur un modèle dans lequel les clubs résidents jouent dans des stades municipaux. Donc après il y a des accords avec les collectivités sur la prise en charge totale, partielle des travaux, de l'évolution des infrastructures. Mais globalement c'est pas trop ça qui impacte les budgets. Clairement ce que vous avez dans le budget en termes de chiffre d'affaires, de sources de revenus, vous avez bien sûr les droits de la Ligue qui ont augmenté quand même de façon assez importante et qui pèsent plus lourd en pourcentage dans les budgets de Pro D2 que dans ceux de Top 14. On peut estimer qu'en moyenne, dans les budgets de Pro D2, vous avez l'impact LNR qui intervient à hauteur d'une trentaine de pourcents en moyenne, alors que c'est plutôt 20% pour le Top 14. Donc l'apport de la Ligue est plus important. Et vous avez ensuite, bien sûr, le deuxième poste le plus important, c'est le partenariat, les hospitalités, les relations publiques, tout cet enjeu, cet écosystème très spécifique au rugby et qui est un socle économique majeur en termes de sources de revenus. Et puis ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle l'additionnel, c'est-à-dire la billetterie ponctuelle jour de match, les abonnements et puis les subventions des collectivités. Exactement. Alors, la part de la masse salariale pour le budget d'un club de Pro D2 par rapport à un club de Top 14, parce qu'on sait qu'on va dire, je dis grossièrement, mais tu me corriges évidemment Philippe, sur le Top 14, on sait que les clubs vont taper jusqu'à 10 millions. En Pro D2, on est sur quel genre de mesure à peu près ? On est sur là aussi une échelle un peu plus large en termes de montant. Pour les petits clubs, ceux qui jouent le maintien, vous pouvez estimer qu'il y a une masse salariale entre 2 millions et 3 millions et demi d'euros, ce qui représente quasiment 50% de leur budget, ce qui est énorme. Et puis ensuite, pour les clubs qui visent vraiment la remontée directe, des clubs comme Vannes en l'occurrence pour la remontée, ou une montée comme Brive, comme Grenoble, etc., vous pouvez estimer qu'on est sur des masses salariales autour de 7,5-8 millions d'euros. C'est des équipes calibrées pour remonter. Et donc, ça pèse plus lourd forcément dans les budgets en pourcentage que dans les clubs de top 14 qui sont, on le répète, capés en termes de salary cap. Comment construire un budget en Pro D2, Philippe Spanghero? Parce que en Top 14, j'imagine que c'est quand même assez, je mets des guillemets, facile d'avoir d'aller chercher des sponsors maillots, des choses comme ça. En Pro D2, il y a l'impact géographique du placement du club, tout simplement. Parfois, il y a de la concurrence autour de ces clubs de Pro D2. Parfois, il n'y en a pas. Comment construire un tel budget et comment on tisse sa toile? On tisse sa toile en travaillant très en amont. C'est aussi pour ça que la question revient souvent sur ce championnat spécifiquement de Pro D2, avec cette forme d'injustice qu'on peut trouver au modèle et à la difficulté pour les équipes qui jouent la montée de s'organiser pour avoir le temps d'être compétitives en top 14. Mais l'idée, c'est d'être très en amont, d'abord pour bien gérer son club et ensuite pour répondre aux exigences de la DNACG, enfin de l'autorité de régulation et de contrôle, avec son nouveau nom. Donc aujourd'hui, la 2R. Donc aujourd'hui, vous avez des exigences de la 2R qui demandent à valider des budgets dès la fin de la saison sportive. Donc il faut être prêt à présenter des budgets qui sont très souvent revus et minimisés par la 2R, puisque la 2R, je le répète souvent, mais son rôle il est assez simple. On peut les trouver durs quand on est supporter de certains clubs, mais en fait leur prérequis, c'est de s'assurer qu'aucune équipe fasse défaut dans la saison en cours et vienne fausser tout un championnat. Et donc on voit quand même que ça fonctionne plutôt bien parce que on a évité des travers qu'il y a eu dans d'autres pays, notamment chez nos voisins anglais, en termes de gestion de club. Et donc, eux, ils ont des exigences, ils retraitent les budgets, et donc il faut être prêt dès juin du côté des clubs, et donc il faut avoir fait le tour de ses partenaires, avoir re-signé ses contrats de partenariat pour montrer patte blanche à la 2R. Les revenus de la Ligue, ils sont assurés, donc ça, il y a moins de questions qui se posent, et il faut faire des projections réalistes en termes de recettes de billetterie, d'affluence moyenne dans les stades. On peut dire quand même que là aussi, il y a une croissance très régulière et très positive de l'affluence moyenne dans les stades de Pro D2, donc qui sert aussi les budgets des clubs. Et donc ensuite, le dernier levier, c'est l'apport des collectivités qui est quand même important dans les budgets de clubs de Pro D2. Et donc, ils doivent donner les garanties avant la fin de la saison régulière pour structurer un budget. Voilà comment ça se passe. Alors évidemment, on est à titre de comparaison, on est quand même assez loin des budgets de top 14. Le Stade Toulousain, par exemple, va présenter a priori un budget de 55,8 millions d'euros, qui est un budget assez monumental.
Hors phase finale. Et c'est la particularité, encore une fois, de la présentation des budgets. C'est quand même important de le préciser, que ce soit en top 14 ou en Pro D2, pour jouer la prudence. On ne peut pas anticiper des phases finales potentielles, même si vous avez une masse salariale. Même pour le Stade Toulousain. Oui, c'est interdit. Alors ça pose quelques questions parce qu'on comprend la prudence de la 2R, mais on peut aussi se dire que des équipes qui mettent des moyens très importants dans leur masse salariale, qui forcément ont des ambitions de performance sportive, l'impact de la masse salariale, il est forcément corrélé, il l'espère, à des revenus additionnels de phase finale. Mais ça, la 2R l'interdit, et donc il faut toujours présenter des budgets hors phase finale. On a la publication de ces budgets qui sont d'ailleurs intervenus avant même le premier match de la saison. Je trouve que c'était un peu plus tôt que d'habitude. Et justement, la présentation de ces budgets-là, et quand on parle notamment de gros budgets comme Brive, pour revenir à la Pro D2 à 21,7 millions, est-ce que ça met une pression supplémentaire aux encadrements, aux joueurs, parce que est-ce que ça peut créer un impératif dans l'opinion des supporters ? Forcément. Donc, il y a, je le disais, mais les masses salariales sont corrélées à ces budgets-là. Il y a forcément des attentes de la gouvernance, des partenaires qui mettent des moyens importants pour ça, associer leur image à celle du club. Donc, il y a des attentes de performance. Et c'est sûr qu'une équipe comme Brive, particulièrement, parce que on les attendait vraiment la saison dernière, parce que on peut penser qu'ils ont loupé leur fin de saison et que donc il y a beaucoup de pression parce qu'ils présentent un budget qui est un budget de top 14 d'il y a 2-3 saisons seulement. D'un budget de club de top 14 pour espérer se maintenir et être un peu ambitieux. Donc, bien sûr qu'il y a forcément de la pression pour eux, il y a de la pression pour Vannes, il y a de la pression pour Grenoble qui a échoué 3 fois sur la dernière match de dernière saison. Donc, bien sûr que la pression pour ces clubs-là, qui même si dans la communication extérieure ne disent pas clairement on joue la montée, c'est induit quand même par ce qu'ils représentent, par les budgets qu'ils présentent, par les joueurs qu'ils ont dans leur effectif. Donc bien sûr que la pression est plus forte. Et puis on sait que c'est tellement compliqué de remonter en top 14, à la fois sportivement et puis après cette intersaison-là, on en a parlé, mais cette intersaison pour l'équipe qui remonte, elle est quand même assez terrible à vivre. Donc oui, il y a beaucoup de pression dans ce championnat de Pro D2 particulièrement. Et puis enfin, quand on regarde la Pro D2, son impact économique, ses budgets, le travail sportif qui est quand même très intéressant, les audiences. La Pro D2 par exemple fait plus d'audience, a fait parfois même souvent plus d'audience que le championnat anglais la saison dernière. George North expliquait que selon lui c'était le 3e championnat européen. La Pro D2. Quand on regarde les budgets justement, la puissance économique de certains clubs, est-ce qu'on peut estimer que la Pro D2 a encore gagné un cran et tu le places où dans les championnats mondiaux, Philippe ? Honnêtement, j'avais jamais réfléchi la chose comme ça, mais je suis assez d'accord avec George North qui dit que c'est le 3e meilleur championnat du monde. Tant que les Anglais n'ont pas été happés par l'URC et sont indépendants, on peut considérer quand même que la Premiership anglaise est au-dessus de la Pro D2 en économie, en termes d'impact médiatique, de niveau sportif. Mais après, si vous excluez l'URC, puisque ça c'est pas un championnat domestique, la Pro D2 française, par son économie et par ce qu'elle propose en termes de jeu et de qualité rugbystique, c'est le 3e championnat européen. Donc voilà, on le répète souvent, mais on est quand même une anomalie dans le monde du rugby et ça doit nous remettre aussi à notre place des fois en termes d'humilité, parce que j'en parle souvent avec des spécialistes d'autres sports. Vous regardez les grands sports collectifs, que ce soit le handball, que ce soit le basket, que ce soit le volley, dans beaucoup de pays, vous avez 2 divisions professionnelles structurées. Et nous, dans le monde, on est une anomalie puisqu'on est le seul pays du monde qui avons réussi à structurer une vraie économie qui perdure et qui peut être ambitieuse dans un championnat. C'est chez nous, c'est en France, c'est la Pro D2. Et donc, quand on voit les affluences dans les stades, hier c'était encore les vacances, mais quand on voit l'engouement dans les stades sur cette reprise, quand on voit les chiffres de budget et d'affluence moyenne, on peut se dire quand même que c'est une grande réussite de la Ligue nationale de rugby. Quand on regarde Brive à 21,7 millions, j'ai l'impression qu'un tel budget placerait un club comme Brive dans les standards de l'URC, de la Premiership, voire même peut-être dans les standards élevés. Au-delà. Et même dans le top des clubs de Super Rugby.
Ah oui, largement, puisque aujourd'hui vous avez une équipe comme les Sharks de Durban, j'en parle souvent parce que c'est ceux que je connais le mieux, qui présente des budgets aux alentours de 15-16 millions d'euros aujourd'hui, avec les nouveaux revenus de l'URC. Donc alors, il y a une partie de ces joueurs internationaux Springboks qui sont pris en charge par la fédération locale, mais si vous réintégrez cette part-là dans les budgets, c'est des clubs qui plafonnent à 20 millions. Donc bien sûr que Brive, à l'échelle mondiale, peut faire la bagarre avec les grandes provinces sud-africaines, les provinces australiennes et certaines provinces néo-zélandaises. C'est quand même assez extraordinaire et ça montre que la Pro D2 est en pleine expansion, toujours année après année. On est très fiers sur Sud Radio de vous proposer ce championnat et qui en plus est un véritable régal sportif. On l'a encore vécu hier sur Sud Radio et cette saison 2025-2026 démarre sous les meilleurs auspices. On a fait le tour de la question, j'ai l'impression, Philippe Spanghero, et c'était franchement très intéressant d'évoquer donc l'impact sportif des budgets pour les clubs de Pro D2 et l'analyse Alors globale. juste, pardon, mais pour Oui, finir, juste, on pourrait parler de surperformance et sous-performance. Quand on regarde cette saison par rapport à la saison dernière, il y a quand même quelques anomalies, juste pour terminer. Dans la surperformance, on peut noter Soyo quand même par rapport à leur classement versus leur budget la saison dernière et Colomiers. Et par contre, dans les sous-performances quand même, il y a Agen qui avait déjà un budget à 12 millions l'année dernière et qui a restructuré un budget à plus de 12 millions cette année et qui a été très très loin des standards qui correspondent à... Qui a pris 54 points hier. Qui a pris 54 points encore hier, et Nevers la saison dernière qui a quand même déçu aussi, qui fait partie quand même des gros calibres de ce championnat.